Le 8 mai 1927, deux hommes d'école du Bourget à bord d'un avion biplan baptisé l'Oiseau Blanc. Ils rêvaient d'être les premiers à traverser l'Atlantique Nord. Leur avion sera annoncé d'ailleurs au large de Terre-Neuve. Et un journal parisien fera même sa une sur l'exploit. Mais quelques heures plus tard, on se rendra compte que les pilotes et leur avion ont disparu. Durant des années et des années, vous allez le voir, l'énigme sur cette affaire va intriguer. Un mystère qu'un homme tente aujourd'hui encore d'éclaircir. Cela fait plusieurs années qu'il mène l'enquête et il pense avoir localisé un morceau de l'Oiseau Blanc. 13h20, le reportage Marie-Pierre Farkas, Jean-Marie Lecartier et Guilain de Laval. Bernard Decré est un homme distrait. Les voiture, l'avion, je trouverai ça. Allez, on y va. Mais c'est un marin, un pilote qui va toujours au bout de ses rêves. Après 3 ans d'enquête en solitaire, il a décidé de retrouver l'Oiseau Blanc et de mettre fin à 82 ans de mystère. Il manque toujours quelque chose. J'ai des trucs, mais j'ai oublié mes clés de voiture. Ça, c'est l'émotion juste avant sa conférence de presse au ministère de l'Outre-mer, où il va devoir convaincre l'état-major de la Marine et le ministre que cet avion-là a sombré au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je pense qu'on a affaire à un fou, mais comme sans doute Charles Ningesser et François Colly étaient des fous à leur époque de vouloir tenter cet exploit. En tout cas, son travail est très sérieux, il est très argumenté, et force est de constater que depuis 82 ans, on n'a jamais trouvé l'Oiseau Blanc. Fou, il fallait l'être pour embarquer dans cet avion de toile. C'est lancé le 8 mai 1927 d'un champ de pommes de terre au Bourget pour rallier New York d'une traite. L'Oiseau Blanc commence à rouler. Il fera 2 sauts de puce, roulera encore, en tout quelques 800 mètres. En 46 secondes, Ningesser va enlever sa machine gorgée d'essence. Quelques instants après le décollage, il larguera son train du côté de Moisselles. Ningesser et Colly s'envolent, la France retient son souffle. 4 hydravions les accompagnent, un opérateur les filme, sûrs qu'ils gagneront la guerre des airs et réussiront la traversée qu'un certain Lindbergh doit bientôt tenter. Charles et François sont côte à côte pour pouvoir se parler. Ningesser tient les commandes, Colly est aux instruments. Ils n'ont pas pris de radio par peur des étincelles. Mais quand on les quitte au-dessus d'Étretat, on se dit qu'avec 40 heures d'autonomie, ils ont leur chance. Mon grand-père a toujours dit qu'il était sûr d'atteindre Terre-Neuve, mais qu'après, il avait un geste disant que on verra. Plusieurs témoins, dont un sous-marin, les signalent au sud de l'Irlande. C'est ce que nous apprend le rapport que Pascal Clément-Meunier, ingénieur de l'aviation civile, établit pour le ministère des Transports en 1982. Ils suivent la route la plus courte, comme prévu, mais de nuit, une dépression sur Terre-Neuve les oblige à piquer vers le sud. Donc ils ont suivi de nuit toute la côte de Terre-Neuve, qui est longue. Il y a 5-6 heures de vol à 140 km/h ou 130. Et ils se guident simplement au brisant. À l'écume blanche, dans la nuit, on la voit. Tous les deux étaient tellement patriotes qu'ils se sont dit, de toute façon, nous n'avons plus assez d'essence pour aller jusqu'à New York. Mais en revanche, si on pouvait atterrir à Saint-Pierre-et-Miquelon, terre française, ça serait quand même très bien. Saint-Pierre, nous y voilà. Pluie fine, vent néant, brouillard à couper au couteau. Classique pour un mois de mai. Bernard Decré est là depuis une semaine avec une équipe de plongeurs de la Force d'action navale de Brest. Fulmar de Bravo Delta. Le Fulmar, patrouilleur de la gendarmerie maritime. Oui, bonjour. Est-ce que le Zéphyr est à couple, non? Et le Zéphyr, vedette de 11 mètres, affrété pour les recherches. Bon, on va rester sur la zone de l'Oiseau Blanc, là, aujourd'hui. Oui, travaillez bien ces jours-ci, parce que en fin de semaine, vous ne pourrez pas travailler là. Oui. Pourquoi le météo est... Non, mais il y aura son filet. Pour le saumon? Oui. Oui, c'est bien. Les pêcheurs vont jeter leurs filets, ça aussi, c'est de saison. Mais cela peut gêner les manœuvres. Pierre Lenormand a plusieurs traversées de l'Atlantique à la voile à son actif. On va faire des bords est-ouest. Ah, on est d'accord? Ouais, on a fait plutôt. Du nord-sud. Là, on a fait nord-sud, on va faire du... Et on va aller ouais.
Stéphane Selton est spécialisé dans la détection des mines. Les cartes marines et les caps à tenir, ils connaissent. Ouest, est, ouest, est. Juste en bordure. Juste en bordure des laminaires, là. Parce que là, on va tomber dans des laminaires, à mon avis. François Lemaire, un des 4 plongeurs, est chargé de lancer ce qu'ils appellent le poisson, un sonar qui balaie les fonds comme une photocopieuse. Ok, poisson à 5 mètres. Sur mon écran, je vois une image du fond. Ça fait comme une... pas dire une photo du fond, mais presque, quoi. Et Stéphane Selton peut rester des heures à fixer un écran, y compris par houle résiduelle, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous abandonnons le Zéphyr à cette mission bien répétitive, ratisser la zone, mètre carré par mètre carré, pour suivre Bernard Decret, qui œuvre à terre. Bonjour mesdames. Ceux qui ont pu voir l'oiseau blanc étaient enfants en 1927. Ils ressassent aujourd'hui leurs souvenirs à la maison de retraite. À 89 ans, Georges Farvac aime les Miss et les avions. Une scène l'a marqué quand il avait 7 ans. Mon père, pour moi, était un héros, parce qu'une journée, il est venu à la maison, il était mécanicien sur le bateau intérim. Il est venu à la maison, et puis il a dit au repas, il a dit aux gens, on part pour 5 jours à la recherche d'un enregistreur écoli. Oh, les copains à l'école, il dit, mon père, il va à la recherche d'un enregistreur écoli. Malheureusement, un échec, ils ont fait toutes les baies, ils n'ont rien trouvé, quoi. Il y a donc eu des recherches en 1927 dans la baie de Saint-Pierre, alors que tout le monde disait que les aviateurs s'étaient noyés dans la Manche. Et s'ils se sont vraiment crachés, c'est là. C'est émouvant, c'est dans, allez, 500 mètres. À la mi-journée, les plongeurs ont effectué 3 vérifications sur des échos dont la forme ressemblait à celle d'un moteur. À chaque fois, est-ce que vous avez une sorte de petit pressentiment? Toujours, on a toujours l'envie que ce soit la bonne plongée. Hein. Bon, maintenant, c'est pas terminé, hein. Il reste encore pas mal d'échos à investiguer. Donc on a toujours espoir, hein. Chaque fois qu'on descend, on a toujours la petite lueur. Hein. Bon, maintenant, c'est pas tout, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, En tout cas, là, les conditions sont meilleures que ces derniers jours. Oui, tout à fait. Là, donc, déjà, il y a la brume est partie. Donc, pour se repérer sur le plan d'eau, c'est quand même plus sécurisant. La brume s'est levée sur Saint-Pierre. On découvre un port breton, des maisons aux couleurs d'Islande, et même, surgissant du large au loin, un avion blanc. Nagesser et Colli pouvaient-ils imaginer qu'un jour des jeunes joueraient aux aviateurs avec des modèles réduits et se poseraient sur une vraie piste, inaugurée en 1946. Notre premier jour s'achève sur cet hommage aux pionniers.